Ça y est, bonsoir, revenu, de retour, voilà. Petit départ raté, mais en tout cas, nous sommes toujours avec Jean Lassalle, hein, voilà, donc député des Pyrénées, de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Voilà, donc vous êtes quand même un membre de l'Assemblée nationale, hein, donc un de nos représentants, hein, et nous sommes heureux de vous accueillir, en tout cas à Meta TV. Beaucoup de questions, alors on nous dit, je vais remonter un petit peu, alors voilà, on nous parle de Pompidou, évidemment, de son rôle, puisque Pompidou était l'ancien directeur général de la banque Rothschild, et c'est lui qui a signé avec Valéry Giscard d'Estaing la fameuse loi de 1973, et qui interdit à la France, en fait, en tout cas, alors, le terme de la loi, c'est interdiction à la Banque de France de faire escompte de sa propre dette. En gros, on n'a plus le droit d'emprunter directement à la Banque de France. Et ça, comment on a pu enlever un privilège comme ça à la Banque de France? Parce que c'est le cœur nucléaire quand même. Il n'y a plus d'argent, mais c'est plus nous qui le fabriquons. On a donné le pouvoir aux banquiers. Et Pompidou, donc c'est pour ça qu'on nous le fait remarquer. Alors il y a une autre question aussi qui est revenue souvent, je sais, c'est Mehdi Landru qui nous a cité le cas de l'Islande. Je ne sais pas si vous vous intéressez à ce qui se passe en Islande, où il y a eu un grand procès, on a refait la constitution, en gros, ils ont aboli la dette, ils ont refusé d'entrer dans l'Union européenne, ils ont nationalisé les ressources, enfin, il y a eu une prise du pouvoir par le peuple incroyable. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'en inspirer en France, peut-être, de cet exemple islandais? Alors peut-être un mot d'abord sur Pompidou. Pompidou, oui, oui, et oui. Giscard d'Estaing. C'est un des aspects qui est très méconnu. Maintenant, les Français commencent à s'y intéresser. Et assez curieusement, c'est les jeunes qui connaissent le mieux cet aspect. Tout simplement parce que je crois que ceux qui ont vécu cette génération n'en ont pas été tenus informés, ne l'ont pas vu. Et Georges Pompidou, qui apparaissait un président rond, très cultivé, connaissant la France jusque dans ses recoins, vous savez, ce président qui était arrivé à l'ombre du général de Gaulle, n'inspirait pas de méfiance. Et c'est effectivement, lui, et pour moi, c'est quand même une énigme. Et je comprends mieux, finalement, les problèmes qu'il a pu avoir avec le général de Gaulle avant, parce que s'il avait ces idées-là, elles ne correspondaient pas du tout à celles du général de Gaulle. Et ça a été effectivement le début de l'engrenage. Et la plupart de nos compatriotes font remonter le début de l'engrenage en 1990, fin des années 87, la chute du mur de Berlin, mais ça avait déjà commencé bien avant, effectivement. Et pourquoi? Je pense que c'était déjà cette grande idée de circonscrire la souveraineté du pays et de se lancer à corps perdu dans un projet dont on ne voyait pas encore les contours, puisqu'on ne les voit toujours pas en 2013, 50 ans après, 40 ans après. Et quant au phénomène islandais, il est un petit peu unique en son genre. C'est effectivement le peuple qui a refait une révolution, qui a fait une révolution silencieuse, qui a été très loin, effectivement. Et l'Islande est un des pays aujourd'hui qui s'en sort le mieux. Alors on pourra dire qu'ils l'ont fait parce que c'était un pays qui ne comptait pas beaucoup sur l'échiquier mondial. Oui, c'est un pays de 300 000 habitants, ça, qui avait moins de poids, moins de retentissement que la France, moins de responsabilités aussi internationales. Mais je crois que le temps est venu de s'intéresser à toutes les expériences. Nous n'avons pas, surtout lorsque nous ne sommes pas très bien inspirés, le monopole de l'intelligence et le monopole du savoir-faire. Il faut aussi retrouver un peu d'humilité. Et je crois que c'est aussi ce que souhaiteraient nos citoyens, c'est qu'au lieu de leur vanter à longueur de journée les bienfaits de la mondialisation financière, eh bien qu'on leur reparle aussi un petit peu de leur propre histoire,
qu'on leur parle de ce qu'ils sont, d'où ils sont venus, comment s'est constitué le pays, et qu'on puisse au moins connaître les exemples qui ont eu cours dans d'autres parties du monde, et certains pas très éloignés. Beaucoup de Français aimeraient savoir ce qui s'est véritablement passé en Islande. Bah oui, parce que c'est pas du tout médiatisé, on n'en parle pas. Personne n'en parle. Personne. Mais ça, ce n'est pas contrevenir à quoi que ce soit. C'est un État indépendant qui a décidé un jour, un peuple qui a décidé de s'engager sur une autre voie. Pourquoi ne pas s'intéresser, pourquoi ne pas regarder ce qu'ils ont fait? Pendant longtemps, nous avons eu la sagesse de nous inspirer de ce qui se faisait ailleurs. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est une intelligentsia concentrée sur 2 ou 3 arrondissements parisiens, parce que Paris est très loin de partager ce qui se décide sur 2 ou 3 arrondissements. Et puis Bruxelles, et puis Wall Street, et puis ensuite ces organisations qui se sont créées, vous avez parlé du FMI, il y avait aussi l'Organisation mondiale du commerce, dont on n'entend pratiquement plus parler, et j'ai siégé en tant que député 5 ans au FMI, en tant que représentant de mon groupe politique, puisque tous les groupes politiques envoyaient un député, et à l'Organisation mondiale du commerce, mais c'est l'antithèse de ce qu'il fallait à ce monde, à ce village mondial qui s'invitait à nous. On y a construit des organismes au cœur de pierre. C'est pas un cœur, c'est une pierre qu'on a mis. Et tout est basé uniquement sur une approche strictement économique, et il n'y a rien de politique, il n'y a rien d'humain dans tout cela. Mais à un point qui est inimaginable. Des hauts fonctionnaires, des experts discutent pendant 3, 4, 5 ans, et au bout de 3 ou 4, 5 ans, ils invitent les chefs d'État qui d'ailleurs n'y allaient pas, c'était les ministres qui allaient, qui ne comprenaient d'ailleurs rien à ce qui se passait, et qui animaient chacun leur propre délégation, la délégation française, la délégation espagnole, la délégation allemande. Et puis ensuite, il y avait les 100 et quelques pays qui étaient tous réunis autour d'une même table et qui avalisaient les points qui avaient été traités. Et on trouvait l'Union européenne, et juste à côté, le Liechtenstein, vous voyez, qui avait le même droit de vote. Et quand est-ce qu'on a dit que la France n'avait plus le droit d'exprimer son point de vue? Moi, je ne l'avais jamais lu nulle part. Et le tout en anglais. Même le français n'était plus traduit au même titre que l'espagnol. Et là, je ne peux plus m'empêcher de faire un scandale de plus, parce que un jour, je me suis approché au premier rang. Il y avait 10 000 personnes dans une salle. J'étais arrivé avec 3 autres députés, un député de l'UMP, un PS et un parti communiste. Nous étions arrivés tous les 4 ensemble, et puis moi je me suis dit, moins on comprend, mieux, plus il faut se rapprocher de celui qui explique, aussi de comprendre. Puis j'ai assisté à un cours magistral, il y avait une place vide, par bonheur, là au premier rang. Et lorsque j'ai compris qu'on allait poser des questions, il y avait, vous savez, les charmantes hôtesses avec leur micro. Il y en a une avec qui j'avais un petit peu parlé pour pouvoir obtenir son micro, qu'elle m'a donné. Et puis j'ai dit, Monsieur le Président, excusez-moi, je suis député français. Je n'ai pas le bonheur de parler l'anglais. Je n'ai strictement rien compris à ce que vous venez de nous expliquer 1 heure durant. Est-ce que vous voudriez avoir l'immense bonté de me dire en 3 minutes ce dont vous venez de nous parler? Puisque nous sommes dans une réunion internationale très importante, l'Organisation mondiale du commerce, que je représente la France, je voudrais au moins pouvoir dire ce dont nous avons parlé en revenant au pays. Alors là, ça a été, ils ont essayé se sont agités, mais que j'allais me calmer. Mais comme j'avais toujours le micro, j'ai dit, mais écoutez, est-ce que vous accepteriez, y a-t-il au moins quelqu'un qui parle français pour m'expliquer? Alors on m'a régouiné finalement, quelqu'un s'est sacrifié pour m'expliquer quelque chose auquel j'ai rien compris. Et puis,
ça c'est reparti, du coup on n'a pas pris d'autres questions. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai été applaudi par mes 4 collègues, mais par mes 3 collègues, mais j'ai vu des Portugais, des Espagnols, des gens de partout qui ont applaudi. Alors ça leur a fait drôle parce qu'ils avaient compris en anglais, et puis ils avaient compris ma réponse, ma question, et ils avaient compris qu'on ne me faisait pas de réponse. Et à la fin, c'est mes 3 collègues qui sont venus me voir et qui m'ont dit mais est-ce que tu comprends mieux maintenant? J'ai dit non, je continue à ne rien comprendre. Et ils m'ont dit, et là nous nous sommes retrouvés tous les 4, ils m'ont dit, puisqu'on ne comprend rien, tu ne penses pas qu'on ferait mieux de s'en aller? Ah, j'ai dit, mais c'est formidable. Et on s'est levé, enfin eux s'étaient levés pour venir me voir, et moi j'ai fait un petit peu de cinéma, j'ai dit, écoutez, je continue à ne rien comprendre, vous ne m'expliquerez rien, excusez-moi, je ne sais même pas ce que c'est l'Organisation mondiale du commerce. J'ai entendu vaguement qu'on échangeait du coton contre des agrumes et qu'on échangeait des avions contre je ne sais quoi, contre des primeurs, mais je ne sais pas du tout comment cela fonctionne. Et voilà comment est l'organisation aujourd'hui du monde. En plus, il faut préciser, en plus tous nos intérêts sont défendus par un seul commissaire européen qui représente l'ensemble des 28 États. Oui. Ce qui veut dire que cette personne-là a un pouvoir considérable, mais comment, moi c'est ça qui me stupéfie à chaque fois dans la construction européenne, c'est comment cette personne, qui défend-elle? Quel intérêt défend-elle? Puisqu'elle défend 28 États aux intérêts contradictoires. Puisque déjà, à l'intérieur de l'Union européenne, on sait qu'il y a des contradictions économiques entre les pays, voilà. Entre l'Allemagne et la France, on nous parle tout le temps l'Allemagne qui est, selon, j'ai envie de dire, une partie de l'élite, l'exemple à suivre. Et pourtant, l'Allemagne, à bien des égards, est complètement différente de la France, en particulier sur le plan économique. Les Allemands ont on va dire des valeurs, des grandes valeurs ajoutées sur des produits, voilà, comme des Mercedes, voilà, où on sait qu'ils sont numéro 1 en chimie ou en machine-outil. Nous, en France, on a autre chose, on a l'agriculture. Donc on a des intérêts contradictoires avec les Allemands. Mais on était aussi bons qu'eux, nous avons renoncé. Mais pourquoi nous avons renoncé? Pourquoi? Et en plus, notre pays est plus grand que le leur. Notre pays a la chance d'être bordé de mers et d'océans, d'avoir des montagnes partout où il faut, un bassin parisien là où il faut, un bassin aquitain là où il faut. Nous sommes capables de produire de tout, mais nous ne nous en servons plus. Nous avons décidé de ne pas nous en servir au nom de je ne sais quoi. Mais heureusement qu'il y a des différences entre les pays en dehors de ce que j'ai dit. C'est ce qui devrait être une source d'enrichissement mutuel et justement comment je dirais, de pluralité. Au contraire, on banalise tout ça, on standardise tout ça, ce qui fait que tout le monde est finalement dans un vaste espace qui ressemble de plus en plus à un empire, élaboré pour de très bonnes raisons, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est ce qu'on nous dit, il fallait détruire l'amour de la France pour amener l'idée de l'Europe. Ça, c'est Tsuki 38. Beaucoup de gens pensent ça, que ce désamour finalement français, il arrange complètement nos autorités européennes, parce qu'ils ont, sans ça, sinon c'est un barrage quelque part. Mais Jean Monnet le disait, les nations sont des obstacles à ce projet d'Union européenne. Et là on sent qu'on est à la phase d'éclatement, on a l'impression que cette Union européenne veut broyer les nations, quoi. Elle est partie en espèce de machine infernale à broyer les peuples, quoi. Et c'est vraiment le sentiment. Je sais que sur Meta TV, beaucoup d'auditeurs nous en parlent, de ces problèmes européens. Ils sont très très concernés parce qu'aujourd'hui on a l'impression que cette Europe les écrase. C'est une Europe, c'est plus du tout l'Europe effectivement dont on parlait, de Maastricht, la paix, peut-être l'avenir, effectivement l'avenir d'une espèce de construction pacifique et on va dire démocratique. Fraternelle. Fraternelle, ouais. de solidarité. Ah là c'est terminé, là. Parce que même c'est la jungle. Quelque part en plus il y a quelque chose de compréhensible, parce que finalement, est-ce que les sentiments nationaux qui sont forts aussi, parce qu'on a voulu les étouffer, mais ça ne veut pas dire qu'on y ait réussi, et ces personnes, par exemple, on demande aux Allemands de payer pour les Grecs. Mais les Allemands ne veulent pas. Mais est-ce que c'est pas logique quelque part
Si demain, peut-être que nous, je sais pas, voilà, il y a une catastrophe dans le Béarn, tout le monde trouvera normal, même en Guadeloupe et même à Tahiti, que ce soit la France qui paye. Maintenant, s'il y a une catastrophe, je sais pas, voilà, en Lettonie, les Français sont peut-être pas d'accord pour payer à ce moment-là. Enfin, ça peut se comprendre quand même, parce qu'on veut forcer une solidarité européenne, mais on ne peut pas vous forcer quand même à être solidaire. La solidarité doit venir du cœur. Elle doit venir du cœur. Et de l'intelligence. Ouais. C'est le jour où vous avez compris et où les bases sont suffisamment claires et transparentes. Et vous savez d'abord qui vous êtes vous-même, que vous pouvez être bien avec dans l'esprit et dans la tête des autres. Mais quand vous ne savez plus vous-même qui vous êtes, et si ce que vous faites va dans le sens de vos intérêts ou au contraire totalement contre vos intérêts, à ce moment-là, vous ne pouvez plus rien. C'est l'irresponsabilité dont je parlais tout à l'heure, la déconscientisation, alors qu'il pourrait se trouver que peut-être la Lettonie pourrait avoir besoin d'un coup de main que nous lui donnerions volontiers si nous savions ce dont il s'agit. Mais dans cette espèce d'imbroglio absolument incroyable dans lequel nous sommes, personne ne peut savoir vraiment. Oui, parce que par exemple, rien que les subventions européennes. Moi, j'entends souvent, alors constamment, ça c'est un argument des médias récurrents, par exemple sur l'agriculture, où on nous dit la politique agricole commune est financée par l'Union européenne et sans les subventions européennes, la France s'en sortirait pas. Mais c'est quand même une escroquerie intellectuelle de présenter les choses comme ça, puisque l'argent, précisément, qu'elle nous donne, c'est l'argent que nous lui avons versé. Donc là, il y a quelque chose... Quand on découvre ça, déjà dans le mécanisme européen, beaucoup de gens pensent qu'effectivement, ils ne se posent pas la question, oui, d'où vient l'argent de l'Europe? Mais c'est nous. Ils nous redonnent notre argent, en fait. Et puis, et puis ils en gardent une partie au passage, il faut le préciser. Mais il y a malheureusement plus grave, sans faire uniquement réquisitoire à charge contre l'Europe, parce qu'il faut que je reste... Il mérite de temps en temps, ça fait du bien. Je reste malgré tout député, et comme je vous dis, si je savais au bout de 6000 km, 8 mois passés, ce qu'il faut faire, je ne serais pas digne d'être devant votre caméra et devant les Français qui nous écoutent. Mais j'ai acquis vraiment l'intime conviction qu'il y avait trop d'interrogations pour que nous continuions à faire ça et ça. Donc il faut effectivement se poser ces questions. Mais il y a pire, parce qu'on nous présente la PAC en disant qu'elle a sauvé l'agriculture française. Mais enfin, je regrette, il y avait 6 ou 7 millions de paysans en France, c'était des exploitations de taille moyenne, c'était très bien tenues, qui produisaient bien, qui auraient pu produire encore, et qu'a fait l'Europe? Elle a fait d'immenses entreprises, totalement déshumanisées, qui ont fait disparaître en quelques années 4 millions de paysans, avec tout ce que cela représente, et qui entretenaient remarquablement le territoire. Et aujourd'hui, ça je l'ai constaté, hélas, j'ai peiné pour trouver, sauf dans quelques régions qui correspondent d'ailleurs aux anciennes, si vous voulez, comment je dirais, les provinces françaises qui ont une forte histoire, mais j'ai peiné à trouver un fils ou une fille de paysan sur 10 qui dit du bout des lèvres que peut-être il va reprendre l'exploitation du père. Si au contraire, on avait encouragé l'agriculture, et si on avait dit, voilà, c'est un formidable métier au moment où on parle d'écologie, où on parle d'entretien et de respect de la nature, du territoire, ça c'est le métier rêvé et qu'il faut encourager. Et si au lieu de distribuer des primes par centaines de millions à ceux qui n'en avaient pas forcément le plus besoin et qui n'ont pas pour autant gardé leurs enfants, parce que ce qui m'a beaucoup surpris, c'est de constater que dans les zones céréalières, où pourtant, c'est pas l'argent qui manque, c'est les enfants qui ne reprennent pas, parce que n'ont pas été habitués à monter sur le tracteur, la copine ne veut pas non plus, et il y a des villages entiers dans la France
où il n'y a plus un seul paysan. Et puis c'est pas rentable parce qu'il y a plein de domaines. Alors je pense notamment, parce que moi j'ai des amis aussi agriculteurs, hein, vers Lyon, je salue Christophe qui lui a une exploitation, hein, de vergers, donc de fruits, et qui s'en sort pas parce qu'il nous explique qu'il est concurrencé de toutes parts à l'intérieur de l'Union européenne par les pays qui pratiquent, en particulier l'Allemagne, hein, qui embauche des travailleurs saisonniers venant d'Ukraine, venant de Biélorussie ou d'autres pays de l'Est. Et puis, on le sait, en Allemagne, il n'y a pas de SMIC. Alors, il paraît que ça va changer, là, parce que Merkel, elle a imposé, maintenant, ils veulent réimposer un SMIC, mais il n'y en avait plus jusqu'à présent. Donc, lui, qui, par contre, est obligé de payer, lui, ses travailleurs saisonniers au SMIC, il ne peut pas se battre concrètement avec des producteurs de fruits allemands qui vont forcément le laminer sur les cours. Et sans parler, alors là, il y a un autre problème, c'est le diktat de la grande distribution. Mais ça, c'est parce que c'est quand même extraordinaire. On a du mal à comprendre comment les producteurs, voilà, par exemple, les producteurs de lait sont obligés de vendre à perte, alors que nous, consommateurs, désolé, mais le prix ne baisse pas, le prix augmente. Comment cette équation est possible? C'est-à-dire qu'on explique à des producteurs, il va falloir baisser votre prix, mais pourtant, nous, consommateurs, le prix augmente. Qui prend? Et aujourd'hui, on sait que ce sont la grande distribution, hein, qui rafle un peu les marrons, mais pareil, comment on a laissé s'installer toutes ces puissances-là? Comment le monde politique il s'est laissé dominer donc par la puissance financière, mais surtout sur la grande distribution, sur la banque, sur tous ces secteurs qui sont extrêmement importants, ils sont vitaux quoi, pour l'économie. Moi, je ne vois qu'une réponse, c'est celle que je faisais au départ. Je crois que malheureusement, nous savons gérer des périodes tranquilles, des périodes de croissance, les 30 glorieuses, mais nous ne sommes pas formés pour gérer des changements importants de monde auxquels il faudrait s'adapter sans perdre son âme et son identité. Et ça, nous ne savons pas le faire et nous nous taisons et nous laissons malheureusement la parole aux désespérés ou aux extrémistes qui malheureusement n'ont jamais apporté de solution au problème. Mais vous parliez des paysans, mais je suis très heureux d'entendre une chaîne à Paris que je ne connaissais pas, que je découvre ce soir, mais qui parle de l'immense souffrance des paysans de France. Il y a un suicide par jour hein, chez les agriculteurs. Parce que si vous voulez, quand vous avez un métier d'ingénieur, mon père disait, bon, un ingénieur, on arrivera toujours à en former, mais si on a perdu l'esprit paysan, c'est comme un arbre dont on a laissé périr les racines. Un arbre dont on n'a pas laissé périr les racines, on peut greffer dessus et au bout de 3 ou 4 ans, vous avez de nouveau des fruits, vous n'êtes pas obligé de faire l'investissement. Un paysan est formé par des siècles d'histoire, de transmission, et on a réussi quand même dans ce pays, pendant des générations, alors que la guerre détruisait tant de nos jeunes, il y avait toujours un cousin, il y avait toujours un petit frère qui restait, quelqu'un qui reprenait l'exploitation. Et maintenant que nous sommes dans une période de paix, on laisse tout ça se déliter, et ceux qui restent, ils ne peuvent pas joindre les deux bouts. Mon frère Julien, qui a repris l'exploitation après moi, puisque j'ai été berger jusqu'à 22 ans, qui a aujourd'hui 400 brebis mères, qui travaille, c'est une force de la nature, 20 heures par jour. Eh bien, il équilibre à peine ses comptes. Pourtant, il a fait de la sélection, il travaille, il produit le fromage des Pyrénées, l'AOC, Osso Irati. C'est un fromage de très grande qualité. Eh bien, il n'arrive pas à en vivre décemment. Et pourtant, il travaille beaucoup, il fait de très bons produits, mais combien comme lui? Et le nombre de paysans qui se découragent ou qui se suicident, alors qu'ils travaillent très bien et qu'ils ont 2 fonctions essentielles. L'une de produire et l'autre d'entretenir le territoire. Ça devrait être un cas d'absolue priorité nationale que de dire
on va relancer l'agriculture en y mettant les moyens qu'il faut y mettre et en revoyant... Il faut sortir de la PAC alors, parce que les orientations elles sont décidées à Bruxelles, on ne décide plus de rien. C'est pour ça, peut-être un certain nombre de nos téléspectateurs et de nos internautes trouveront que je pratique la langue de bois, je ne sais pas. Oui, il y en a qui ont dit ça, qui ont dit oui, vous faites la langue de bois parce qu'on a l'impression que vous faites le constat des choses, c'est ce que je retiens, mais que vous ne voulez pas dire clairement, la PAC ça marche pas, disons que si ça marche pas, on arrête. Parce que, puisque vous voulez, c'est peut-être un vieux réflexe paysan que je suis, j'ai toujours eu du mal, avant de changer de système, à savoir par quoi j'allais le changer. Moi j'ai besoin de faire ce cheminement que j'ai commencé. J'ai commencé par une longue marche. Pour moi, elle n'est pas finie. J'ai fini de marcher, sauf qu'il faudra que j'aille certainement sur les territoires d'outre-mer. Mais j'ai besoin d'abord de bien comprendre, de bien savoir. Mais pas moi tout seul, de faire partager. J'ai dit, je suis un éveilleur de conscience à mesure que la mienne s'éveille. Donc, je comprends ce qu'ils peuvent ressentir parce qu'ils peuvent avoir l'impression que je ne vais pas jusqu'au bout. Mais on ne va pas recommettre l'erreur qui a déjà été commise, où on a détruit finalement tout un monde, toute une civilisation, notamment en s'en prenant aux paysans, mais on ne va pas remettre de nouveau tout par terre sans savoir comment on fait la suite. Moi, j'ai besoin de savoir comment on reconstruit la suite. C'est évident que la PAC est au bout du rouleau. Mais avant de vous dire il faut l'enterrer, il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire. Parce qu'il ne faut pas que ce que je dis ce soir soit pire que le mal que nous vivons. Non, mais est-ce qu'on pourra le faire? C'est ma question aussi, est-ce qu'on pourra le faire? Parce que quand bien même on aurait une solution dans l'état actuel politique, qui va décider? À mon avis, c'est la raison pour laquelle il faut reconvoquer de nouveau le peuple. Il faut l'inviter, il faut l'informer et il faut pouvoir s'appuyer sur sa force, sur sa capacité à adhérer à un projet auquel il sera de nouveau associé. À ce moment-là, les choses redeviendront possibles parce que sinon, vous allez voir, d'ici quelques mois, on ne pourra plus rien décider, aucun gouvernement. Là, par exemple, je vais reprendre un autre exemple qui est aussi dans l'agriculture, mais qui est ô combien éloquent, ce sont les OGM. C'est-à-dire que, clairement, pour poser ce débat sur les OGM, les Français sont contre, à une extrême majorité. Là, ce qui n'est pas étonnant, la France, avec sa tradition de pays justement d'agriculture, etc., ne voit à très mauvais œil tout ce qui est OGM, viande clonée, etc. Et pourtant, tout ça nous a imposé, contre notre volonté, par les traités européens, puisque la France s'est fait condamner récemment, puisqu'elle mettait du temps à mettre en application, puisque, on le comprend bien, finalement, même vous, les députés à l'Assemblée nationale, on a l'impression qu'il y a une grande majorité contre et que justement, on évince le sujet, on repousse l'échéance parce qu'on n'est pas d'accord finalement, mais on sait qu'on n'aura pas le choix et à un moment donné, on a payé récemment des amendes parce qu'on a été condamné plusieurs fois parce qu'on a mis trop de temps à transposer en droit français ces directives qui imposent ces OGM, qui sont imposés au peuple. Clairement, les Français n'en veulent pas et pourtant ils en mangent et pourtant on leur impose. Oui. Et quand elles ont été transcrites en droit français, elles ont été transcrites, comme je vous le disais tout à l'heure, sans le moindre débat, sans la moindre discussion, sans que même nous, les députés, nous comprenions ce dont il s'agissait. Alors comment voulez-vous que le peuple ait compris quelque chose? Un débat amène des prises de conscience, amène des positionnements, et de ce débat finit par sortir une ligne, une trajectoire. Et c'est de cela dont nous avons besoin pour pouvoir nous prononcer. Alors, pour ceux qui pourraient douter de ma bonne volonté, ou qui pourraient se dire lui aussi se réfugier dans la langue de bois, je veux leur dire non, mais je ne peux pas non plus vous tromper en disant ce que je ne sais pas. J'ai besoin moi-même de faire ce cheminement, et je ne suis pas le seul, parce que je crois que tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté qui aspirent à se redonner un futur,
à se redonner un destin partagé, en sont là. Mais on ne peut pas partir, quitter un mauvais chemin sans savoir quel est le nouveau chemin. Il faut le reconstruire. Il faut le reconstruire. Parce que là, on nous dit, il y a beaucoup, alors, tonnes de réactions tout de suite, évidemment, sur le sujet de l'Union européenne. Alors, on nous dit l'UE, ça c'est Charlie Europe. L'Union européenne aussi force les agriculteurs à acheter leurs semences à des agro-industriels. C'est vrai. Et donc, la biodiversité s'en trouve bouleversée. Et cela coûte plus cher aux agriculteurs. Or, pour revenir là-dessus, il faudra une majorité d'États européens, ce qui est loin d'être garanti. On nous dit enfin qu'on voit l'Union européenne signer un accord de libre-échange avec le Canada malgré les rapports indiquant l'effet néfaste pour nos agriculteurs. Pareil pour le Maroc et bientôt avec le Mercosur. La Commission persiste et signe malgré ces rapports. Vous, à votre échelle de député, vous ne pouvez rien faire et la France, elle seule, ne le peut pas non plus parce que effectivement, tout ça nous est imposé, quoi. Là, alors Charlie encore, c'est Charlie Europe qui nous dit comment protéger l'agriculture française en restant dans l'Union européenne. Tout semble indiquer que c'est impossible car de nombreux pays européens, notamment scandinaves, ne veulent pas d'une protection de l'agriculture. L'Italie ou l'Espagne sont pour une agriculture intensive. La France a l'air bien seule pour agir. Et si la France essaye, sans l'accord des partenaires, elle prend des amendes. C'est un peu, voilà, on a l'impression d'être bloqué parce qu'à chaque fois, quand bien même, voilà, on pourrait avoir une solution franco-française, peut-être une solution qui nous convienne à nous et peut-être pas aux autres, mais après tout, on pourrait la prendre, mais on ne peut pas. On se dit que c'est on ne peut pas. C'est pour ça, je veux dire à Charlie, c'est pour ça que j'ai commencé à marcher. C'était pas facile pour moi que de quitter ma famille. C'était pas, je me suis pourri l'hiver dernier, j'avais pris cette décision, puis je me disais, mais on va encore dire pique panneau sur toi, on va dire que tu es vraiment un amuseur public, que tu es un homme de cabaret, que tu cherches l'exposition médiatique, puisque tu vas faire vivre à ta famille, à tes amis. Puis je me suis dit, non, il faut que je pose un acte qui déclenche, qui aide toutes ces réflexions naissantes que nous lisons ici à pouvoir s'exprimer. Donc j'ai voulu prendre l'affaire par le commencement. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour changer? Comment voulez-vous que moi je le sache? Je ne suis ni un expert international, ni un statisticien, ni un mathématicien. Je ne pourrais pas savoir. Moi je suis par contre quelqu'un qui croit à la politique. Je crois que je suis quelqu'un qui croit à la conscience des peuples lorsqu'ils sont éclairés. Et pour ça, il faut se donner des moyens. C'est pour ça que tous les actes que j'ai pu poser sont des actes qui ont du sens très profond, que j'ai longuement mûri avant de les poser pour qu'effectivement, ils puissent rouvrir la parole et qu'ils puissent rouvrir le débat. Les uns pour condamner ce que je fais, les autres pour dire, mais peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il veut exprimer quelque chose dont il n'a pas, pour lesquels il n'a pas encore les mots, pour lesquels il n'a pas encore les arguments. Et comment les aurais-je, puisqu'il n'y a plus de débat sur tous ces sujets-là. Je ne pas inventé, moi je ne suis pas non, mais bien sûr, supérieur. Donc c'est déjà considérable pour moi, je le dis à Charlie, que de me démarquer de cette manière-là. Bien sûr, c'est pas facile ensuite d'être au milieu de ses collègues à l'Assemblée quand vous posez des actes comme cela. Je vais lui dire. Ah ben ça, on vous croit, c'est pour ça que moi je pense que vous êtes plutôt courageux d'ouvrir ces débats-là et d'accepter peut-être bien les foudres de vos collègues parce que vous ouvrez un peu des boîtes de Pandore, mais oui, qu'il faut. Ça, hein. C'est des boîtes de Pandore et puis même vous le payez vraiment très cher à chaque fois et puis vous ne pouvez pas. Il faut vraiment que mes électeurs aient vraiment confiance parce que, bon, malheureusement, les autres n'apportent pas plus que moi parce que plus personne n'apporte rien, malheureusement. Et il faut reconnaître, ça aussi c'est un élément, c'est que nous sommes devenus un théâtre d'hommes où chacun a un petit peu son rôle préécrit à l'avance. Celui qui est dans l'opposition doit s'opposer à tout prix, celui qui est dans la majorité sans se mettre au niveau où devrait hisser le pouvoir, c'est-à-dire une certaine noblesse, une certaine attitude, un certain respect, ne pas répondre à toutes les petites phrases ci ou de là, mais se mettre au niveau où le pouvoir vous place. Et puis l'opposition devrait apprendre à devenir un peu plus modeste et préparer plutôt des alternatives. Quelles alternatives avons-nous aujourd'hui? Quelles sont les alternatives dont dispose le peuple français? Donc je crois que c'est
un espace de réflexion qu'il faut rouvrir. Et je dois dire qu'en voyant ce que je vois ce soir, ce que je vis avec votre participation, c'est que votre station y participera certainement d'une manière tout à fait étonnante, parce que je suis étonné de participer à une réunion comme celle-ci, où on peut parler librement, où on peut regarder immédiatement les réactions que cela suscite. Le public nous a surnommé le média public de la résistance. Voilà. Mais vous êtes le début de la résistance, vous êtes le média, effectivement, je le découvre ce soir, je vais vous suivre maintenant, que je sais que vous existez. J'avoue que tout à l'heure en venant, je vous en faisais la confidence, je ne savais pas trop où je mettais les pieds. Tout à fait. Mais bon, je me dis, quand on est député et quand on a décidé d'essayer de voir ce qu'il y a derrière la paroi opaque qu'on vous oppose, eh bien je crois qu'il ne faut avoir peur de rien, et il faut aller partout où on vous invite, et puis vous voyez bien ce qui vous est proposé, libre à vous de vous situer par rapport à ce qui vous est proposé dans le cadre de la discussion. Dans le cadre de la discussion, là on nous dit, alors Monsieur Lassalle,